Avez-vous déjà été jugé en fonction de votre travail, de vos vêtements ou de l'argent que vous avez dans votre poche? Nous avons tous déjà ressenti cette douleur d'être sous-estimés, d'être rejetés avant même d'avoir eu la chance de parler. Mais que se passe-t-il lorsque ce jugement vient d'un homme qui pourrait acheter tout le quartier où vous vivez? Que se passe-t-il lorsqu'une simple serveuse qui lutte pour survivre est humiliée publiquement par un milliardaire impitoyable dans une salle remplie de l'élite mondiale? Vous pensez peut-être connaître la fin de cette histoire, avec des larmes et une retraite discrète. Mais vous vous trompez. Voici l'histoire d'Ara Vance, une femme qui n'avait plus rien à perdre. Et la nuit où elle n'a pas seulement répondu, elle a tout changé. Le tablier blanc amidonné semblait plus lourd que d'habitude sur les hanches d'Ara Vance. Il était la manifestation physique du poids invisible qu'elle portait chaque jour. Le poids des factures médicales impayées, du loyer écrasant de son petit appartement plein de courants d'air et du souvenir étouffant d'une vie qui ressemblait à un rêve à moitié oublié. Son monde se limitait désormais à un espace de 9 mètres carrés recouvert d'un sol en acajou poli dans le restaurant le plus exclusif du centre-ville de Manhattan. Aria n'était pas seulement un restaurant, c'était un théâtre. Les clients étaient des stars vêtus de vêtements de créateurs et portant des montres à 1 million de dollars. Et le personnel était composé de machinistes silencieux et efficaces, formés pour être invisibles jusqu'à ce qu'on ait besoin d'eux. Elara avait maîtrisé l'art de l'invisibilité. Elle pouvait se faufiler entre les tables chargées de verres en cristal et d'assiettes de nourriture qui coûtaient plus cher que son salaire hebdomadaire. Son visage était un masque parfait d'une neutralité agréable. Ce soir-là, l'air à Aria était électrique, chargé de l'odeur de la truffe blanche et d'une ambition discrète. Une transaction importante était en cours dans la salle à manger privée de la suite Verona. Le directeur d'Ara, un homme perpétuellement stressé nommé M. Dubois, l'avait prise à part un peu plus tôt. Vance, avait-il dit d'une voix basse et sifflante. Table set, le groupe Sterling. Ce n'est pas le moment de faire des erreurs. Cet homme est Alexander Sterling. Vous savez qui il est, et Lara le savait, tout le monde le savait. Alexander Sterling était un titan de l'industrie technologique, un homme dont la photo était placardée dans les magazines économiques, avec des titres tels que Le vautour de la Silicon Valley et Le milliardaire qui achète et vend. Il était tristement célèbre pour ses tactiques commerciales brutales et sa personnalité encore plus brutale. C'était un nouveau riche, un requin qui avait dévoré tout sur son passage pour atteindre le sommet et qui tournait désormais en rond à la recherche de sa prochaine proie. Mais pour elle, il n'était qu'un client parmi d'autres. Certes difficile, mais son travail consistait à servir, à sourire et à survivre à son service. Sa priorité était de survivre. Après son service, elle prendrait le métro brinque-ballant pour retourner dans le Queens, dans le petit appartement qu'elle partageait avec sa mère, Catherine. Catherine, une femme qui débattait autrefois de poésie de la Renaissance lors de cocktails universitaires, passait désormais la plupart de ses journées dans un fauteuil usé. Son monde s'était rétréci à cause d'une maladie chronique que les médecins appelaient un déclin neurologique progressif. C'était un diagnostic vague et terrifiant qui nécessitait des spécialistes et des médicaments coûteux que les maigres pourboires d'Arara pouvaient à peine couvrir. Alors qu'elle remplissait un verre d'eau pour une femme couverte de diamants, l'esprit d'Ara vagabondait. Elle se souvenait d'une vie différente, une vie de chaleur et de lumière. Elle se souvenait de son père, le professeur Alistair Vance. Il n'était pas milliardaire, mais il était riche d'une manière qu'Alexander Sterling ne pourrait jamais comprendre. C'était un historien de l'art célèbre et un expert de premier plan en langue classique. Un homme dont la maison n'était pas remplie de certificats d'action, mais de livres qui sentaient le papier vieilli et le cuir. C'était lui qui lui avait enseigné la musique des autres langues. Il n'étudiait pas seulement le vocabulaire, il s'imprégnait de la culture. Il lui lisait des poèmes anciens comme des histoires avant de s'endormir, sa voix montant et descendant au rythme des empires oubliés. Ils passaient leurs étés en Italie, non pas dans des hôtels 5 étoiles, mais dans les bibliothèques poussiéreuses de Florence et en se promenant dans les ruines ensoleillées de Rome. Il lui avait fait un cadeau, la clé d'un monde de beauté et d'histoire. Puis ce monde s'était effondré. Le professeur Vance, l'homme le plus honorable qu'Elora ait jamais connu, avait été accusé d'avoir authentifié une sculpture Renaissance contrefaite. Le scandale avait fait rage dans les médias.
Il avait été disgracié, sa réputation détruite, sa carrière réduite en cendres. L'université avait rompu tout lien avec lui, ses amis avaient disparu, et les frais juridiques avaient englouti toutes leurs économies. Le stress l'avait brisé. Une crise cardiaque rapide et impitoyable l'avait emporté 1 an plus tard. Ils avaient tout perdu. La maison, les livres, la vie qu'ils connaissaient. Et Lara, qui était sur le point de commencer son doctorat en histoire de l'art, avait été contrainte d'abandonner ses études et de trouver un emploi, n'importe quel emploi. Désormais, sa connaissance approfondie de l'art florentin du 15e siècle ne lui servait plus qu'à aligner l'argenterie avec une précision mathématique. Sa maîtrise des langues se réduisait à réciter les plots du jour. Un claquement de doigts brusque l'attira de sa rêverie. Un homme à la table 4 la fixait d'un regard noir, son assiette à pain vide constituant une accusation silencieuse. « Désolé, monsieur, murmura-t-elle, le visage rougissant, tandis qu'elle se précipitait pour aller chercher le panier. Elle perdait sa concentration. L'avertissement de M. Dubois résonnait dans ses oreilles. Pas ce soir. Elle prit une profonde inspiration, refoula ses souvenirs et les enferma dans le coffre-fort où elle gardait son chagrin. Elle n'était pas Ara Vance, la fille d'un brillant professeur. Elle était de la serveuse 12 et la table 7, et la partie Sterling était sur le point d'arriver. Elle lissa son tablier, dont le tissu épais lui rappelait sa réalité, et se prépara à affronter la tempête. Les portes d'entrée d'Aria s'ouvrirent dans un murmure, et l'atmosphère de la salle changea de manière palpable. Le murmure des conversations s'interrompit, les têtes se tournèrent. C'était comme si un prédateur venait d'entrer dans le repair. Alexander Sterling ne marchait pas. Il commandait l'espace autour de lui. Il était grand et impeccablement vêtu d'un costume sur mesure couleur charbon qui coûtait probablement plus cher que la voiture d'Ara, si elle en avait eu une. Ses cheveux étaient foncés et parfaitement coiffés, mais c'étaient ses yeux qui captivaient la salle. Ils étaient de la couleur de l'acier froid, vif et analytique, évaluant, jugeant et rejetant constamment tout ce sur quoi il se posait. Il balayait la salle à manger d'un regard profondément ennuyé, comme si l'opulence même du lieu était un spectacle amusant mais finalement insignifiant. À ses côtés se trouvaient 2 hommes vêtus de costumes tout aussi coûteux, mais moins imposants. Ses avocats ou ses conseillers, leurs expressions mêlaient déférence et anxiété. Accrochée à son bras, une femme dont le nom lui rappelait vaguement les colonnes People, Tiffany Moore, mannequin ou influenceuse d'une certaine sorte. Elle était d'une beauté saisissante dans sa robe moulante cramoisie, son sourire éclatant et fragile. Mais l'attention d'Ara fut attirée par les 2 autres hommes du groupe qui suivaient Sterling d'un pas. Ils étaient plus âgés, la soixantaine bien avancée, avec des visages burinés et une dignité calme et inébranlable. Ils étaient vêtus de costumes sur mesure raffinés, mais plus conservateurs. Contrairement à Sterling, qui dégageait une énergie agitée et agressive, ces 2 hommes se déplaçaient avec un calme délibéré. Ils observaient le restaurant non pas avec ennui, mais avec une véritable appréciation. Elle leur a reconnu le regard des Européens d'antan, des hommes habitués à la qualité, mais qui ne se définissaient pas par l'ostentation. Elle en déduisit que c'étaient là les raisons de ce dîner à haut risque. M. Dubois apparut pratiquement devant eux, dans une posture qui évoquait une profonde révérence sans qu'il ne s'incline réellement. « Monsieur Sterling, bienvenue à Aria. Votre table est prête, la suite Verona. » Sterling ne lui accorda aucune attention. Il se dirigeait déjà à grands pas vers la salle privée, son entourage s'efforçant de le suivre. Alors qu'il passait devant le poste d'Elora, son regard froid la frôla pendant une fraction de seconde. Ce n'était pas un regard de reconnaissance, ni même de mépris. C'était un regard d'inexistence totale. Pour lui, elle faisait partie du mobilier, un objet fonctionnel vêtu d'un tablier amidonné. Tiffany, cependant, la scruta de la tête aux pieds, un léger sourire condescendant jouant sur ses lèvres, comme pour dire « Regarde-toi et regarde-moi ». Ara sentit un nœud familier se nouer dans son estomac, mais elle garda une expression sereine et le dos droit. Elle avait déjà servi des hommes arrogants et leurs belles compagnes. Cela faisait partie de son travail. « Vance » siffla M. Dubois en sortant précipitamment de la salle privée. « Tu t'occupes de la table 7. Vas-y maintenant. Souviens-toi du protocole. Ne parle pas à moins qu'on ne t'adresse la parole. Anticipe. Ne pose pas de questions.
Et pour l'amour de Dieu, ne renverse rien. Elle acquiesça et prit son plateau en argent avec les menus et une bouteille d'eau gazeuse bien fraîche. Son cœur battait un peu plus vite alors qu'elle s'approchait de la lourde porte en chêne de la suite Verona. Elle pouvait déjà entendre la voix tonitruante de Sterling à l'intérieur, en train de parler à faire. Elle poussa la porte et entra. La pièce était magnifique, avec une seule longue table dressée pour 6 personnes, une cheminée privée et une grande fenêtre donnant sur les toits scintillants de la ville. L'atmosphère était cependant tendue. Sterling était à la tête de la table, tenant sa cour. Tiffany était assise à ses côtés, l'admirant, tandis que les avocats observaient la scène avec nervosité. Les 2 gentlemen italiens, que Sterling avait brièvement présentés comme Lorenzo et Matteo, étaient assis en face d'eux, l'air poli mais réservé. Ara se déplaçait avec un silence exercé, plaçant les menus devant chaque invité. Lorsqu'elle arriva à Sterling, il fit un geste de la main sans lever les yeux de son téléphone. Je sais déjà ce que je veux. Un steak saignant et une bouteille de votre vin rouge le plus cher. Le Chioval Blanc, 1942. Un très bon choix, monsieur, dit Ara doucement. Il leva enfin les yeux, ses yeux gris acier se plissant légèrement, comme s'il était surpris qu'un meuble ait parlé. Apportez-le, dit-il, puis il se tourna vers les invités italiens. Et pour vous, messieurs. Le plus âgé des 2, Lorenzo, lui offrit un petit sourire courtois. C'était le premier sourire sincère qu'elle recevait de toute la soirée, et cela la prit au dépourvu. Il prit le menu, un épais volume relié en cuir. Il fronça légèrement les sourcils en l'ouvrant. Aria était fière de son authenticité. Le menu, en particulier pour les suites privées, était présenté de manière traditionnelle, avec les plats répertoriés sous leur nom italien et décrits à l'aide de leurs noms régionaux et de termes culinaires, avec seulement de brèves légendes en anglais en dessous. Lorenzo regarda son compagnon, Matteo, et ils échangèrent quelques mots dans leur langue maternelle. C'était un échange doux et mélodieux, qui contrastait fortement avec l'anglais transactionnel et dur de Sterling. Et Laura ressentit une pointe de nostalgie, le son de la langue fantôme de sa vie passée. Sterling leva les yeux, son impatience grandissant. Problème, monsieur, prenez simplement le homard. C'est ce que tout le monde prend. Lorenzo s'éclaircit la gorge, son anglais était accentué mais précis. Ce n'est pas un problème, monsieur Sterling. C'est juste que ce menu est très traditionnel, très spécifique. Nous souhaitons comprendre les spécialités régionales du chef. D'accord, grogna Sterling, tournant son regard impatient vers Ara. Eh bien, dites-leur ce qui est bon. Le poisson, le steak, peu importe. Finissons-en. Ara ouvrit la bouche pour réciter les recommandations du chef, le script simplifié et préapprouvé destiné aux clients indécis. Mais avant qu'elle n'ait pu parler, Tiffany laissa échapper un petit rire, un son semblable à de minuscules éclats de verre. Alex, chérie, sois raisonnable. Elle ronronna, le regardant avec un amusement compatissant. Que peut-elle bien en savoir? Tout est dans une langue étrangère. Elle a probablement appris à dire prise du jour ce matin. La pique atteignit sa cible avec une précision chirurgicale. Les avocats ricanèrent. Les lèvres de Sterling se courbèrent en un sourire cruel. L'air s'alourdit d'humiliation. Et Lara resta figée. Le lourd menu dans les mains de Lorenzo lui semblait soudain être une tablette de pierre gravée de sa propre insuffisance. Le poids de son tablier ne lui avait jamais semblé aussi écrasant. Le silence dans la suite Verona s'étira en une torture, un fil métallique inconfortable. Lorenzo et Matteo échangèrent un autre regard, cette fois-ci empreint d'un sentiment évident de malaise. C'étaient des hommes d'honneur et de tradition, et la cruauté désinvolte dont faisait preuve Alexander Sterling envers une employée de service n'était clairement pas à leur goût. Mais ils étaient des invités, et c'était le spectacle d'Alexander Sterling. Sterling, cependant, semblait se nourrir de ce malaise. Il voyait le monde comme une hiérarchie simple, les puissants et les serviteurs. Dans son esprit, il ne faisait que renforcer l'ordre naturel des choses. Elle a raison, dit-il en se calant dans son fauteuil avec un air d'autorité théâtrale. Il fit un geste vague vers le menu que Lorenzo tenait entre ses mains. C'est une dépense professionnelle. Choisissez quelque chose. Je suis sûr que tout est hors de prix. Lorenzo, toujours diplomate, tenta d'apaiser les tensions. Il s'adressa directement à Era, d'un ton doux, comme s'il essayait de la protéger de l'hostilité de son hôte. « Jeune fille, pourriez-vous nous parler de ce plat » dit-il en désignant une ligne du menu.
La description est succincte. Les yeux d'Ara se posèrent sur les mots agneau, doigts brûlés, un plat romain classique. Elle pouvait presque goûter le goût fumé du grill, presque sentir l'odeur du romarin et de l'ail. Elle pouvait imaginer les trattoras animés près du Panthéon, où son père lui avait commandé ce plat pour la première fois, lui expliquant que son nom venait de la tradition de manger les côtelettes brûlantes avec les mains, se brûlant les doigts. Un torrent de mots, d'explications et de souvenirs jaillit en elle. Mais le protocole était clair. Soyez brève, soyez simple. Ce sont les côtelettes d'agneau grillées, monsieur, dit-elle d'une voix calme et posée. C'est une spécialité de la maison. Sterling ricana bruyamment. Les côtelettes d'agneau grillées. Quelle perte de temps! C'est de l'agneau, on le cuit au feu. Qu'y a-t-il d'autre à dire? Il tourna toute son attention vers Lorenzo, baissant la voix pour adopter un ton complice. Écoutez, arrêtons les bêtises. Nous sommes ici pour parler de l'avenir du vignoble Rossi d'Antonio, pas pour déchiffrer un livre de cuisine. Commandons quelque chose de simple afin de pouvoir passer aux choses sérieuses. Matteo, le plus calme des deux frères, prit la parole pour la première fois. Sa voix était plus grave que celle de son frère, avec une pointe d'ironie. Monsieur Sterling, le respect de la nourriture n'est pas une bêtise. C'est une culture. La façon dont un chef d'une région particulière prépare un plat raconte une histoire sur la terre, sur les gens, sur l'histoire. Ce menu, c'est une carte de l'Italie. Nous voulons simplement y trouver notre place. Sa défense éloquente de sa culture semblait passer complètement au-dessus de la tête de Sterling. Pour le milliardaire de la technologie, ce n'était qu'une façon plus fleurie, inefficace et chronophage de perdre son temps. Il y voyait un obstacle délibéré, un refus d'aller à l'essentiel, aux chiffres, au contrat, à l'acquisition. Sa patience, déjà à bout, finit par se rompre. Il frappa du poing sur la table. Les verres à eau en cristal sursautèrent. Tiffany tressaillit. Les avocats se redressèrent comme des écureuils effrayés. « Laissez tomber !» rugit Sterling, sa voix résonnant dans toute la pièce. Il lança un regard noir à Lara, les yeux brûlants de mépris. Il ne voyait pas une personne, il voyait le point central de sa frustration, le symbole de l'inefficacité qui bloquait son accord. Comment est-elle censée nous aider? Rugit-il en la désignant d'un geste dédaigneux de la main. Il regarda directement Lorenzo et Matteo comme si elles n'étaient même pas là. Nous sommes assis ici pour essayer d'avoir une discussion sérieuse. Et nous sommes retardés par un menu. Un menu que cette fille utilise probablement comme set de table. Il fit une pause pour plus d'effet, un sourire cruel et triomphant se dessinant sur son visage alors qu'il portait le coup de grâce. Honnêtement, à quoi bon lui demander? Elle ne sait même pas lire le menu. Les mots restèrent suspendus dans l'air, acérés et venimeux. C'était plus qu'une insulte. C'était un verdict, une déclaration de son inutilité. En une seule phrase, il l'avait dépouillée de son intelligence, de son histoire, de son humanité. Il avait réduit toute son existence au tablier blanc amidonné qu'elle portait. Tiffany eut un autre rire cristallin et cruel. Les avocats se agitèrent, mal à l'aise, évitant le regard d'Ara. Ara resta parfaitement immobile. Pendant un instant, elle ne ressentit rien d'autre qu'un silence sourd et assourdissant dans ses oreilles. La pièce semblait s'estomper sur les bords. Tout ce qu'elle voyait, c'était le visage suffisant et victorieux de Sterling. Le visage d'un homme qui n'avait jamais connu les épreuves, jamais connu la perte, jamais connu ce que c'était que d'être invisible. Et puis quelque chose en elle s'est brisé. Ce n'était pas un craquement bruyant et violent, mais un changement sismique silencieux. C'était la partie d'elle-même qui avait enduré les chuchotements après la chute de son père. La partie qui avait ravalé sa fierté et accepté ce travail. La partie qui nettoyait chaque nuit derrière les riches et les puissants, tandis que sa brillante mère dépérissait. La partie d'elle-même qui était restée silencieuse pendant bien trop longtemps. La voix de son père résonnait dans sa mémoire, une citation de Dante qu'il aimait répéter. « N'aie pas peur, notre destin ne peut nous être enlevé. C'est un cadeau. Son destin n'était pas de rester là et d'être humilié. Son don n'était pas quelque chose à cacher avec honte. » Elle releva le menton. Ses yeux, qui avaient été baissés et différentiels, rencontrèrent directement le regard d'Alexander Sterling. Le masque neutre et agréable tomba, révélant une lueur de feu qui était restée endormie pendant des années.
Elle prit une inspiration lente et délibérée, et toute la pièce sembla retenir son souffle avec elle. Le silence était un vide, et elle était sur le point de le combler. Elle n'éleva pas la voix. Elle ne recourut pas aux insultes. Au lieu de cela, elle parla d'une voix calme et cristalline qui trancha la tension comme un diamant sur du verre. Elle se tourna légèrement, adressant ses paroles non pas au milliardaire narquois, mais aux deux hommes qui lui avaient témoigné un peu de courtoisie. Elle regarda directement Lorenzo et Matteo Rossi. Messieurs, commença-t-elle d'une voix ferme et sonore, empreinte d'une autorité qui plongea la table dans le silence. Vous êtes originaire de Toscane, n'est-ce pas? Près de Florence, peut-être? Les frères Rossi se regardèrent, les sourcils levés de surprise. Lorenzo acquiesça lentement. Oui, comment le savez-vous, à votre façon de parler? Répondit Delara, un léger sourire triste illuminant ses lèvres. Votre dialecte a la cadence de l'Arno. C'est un son que mon père chérissait. Alexander Sterling laissa échapper un petit rire incrédule. Oh, c'est reparti. La serveuse est une poète. L'ignora complètement, concentrant toute son attention sur les deux Italiens. Elle désigna le menu que Lorenzo tenait à la main. Monsieur Sterling a raison sur un point, dit-elle d'une voix nouvelle, plus riche. Ce n'est pas seulement un livre de cuisine. C'est, comme vous l'avez dit, une carte, et c'est une carte que je connais par cœur. Elle se mit à parler, et c'était comme si une autre personne avait pris possession de son corps. La serveuse timide et soumise avait disparu, remplacée par une érudite confiante et passionnée. Les côtelettes d'agneau que vous avez demandées. Elle ferma les yeux, comme pour se remémorer quelque chose. Elles viennent de Rome, elles sont audacieuses, simples et puissantes, à l'image de la ville elle-même. Mais si vous recherchez un goût de chez vous, vous devez regarder plus loin dans les plats principaux. Vous voyez le steak à la Florentine? Elle n'attendit pas la réponse. Le chef ici, à son honneur, le prépare dans les règles de l'art. Ce n'est pas seulement un steak, c'est un Shenina here, vieilli pendant exactement 30 jours. Il n'est jamais cuit plus que saignant, assaisonné uniquement de sel, de poivre et de la meilleure huile d'olive locale après être sorti du grill. Le cuire autrement serait une insulte aux générations de bouchers de la capitale de la viande qui ont perfectionné cette coupe. Sa voix était mélodieuse. Elle décrivait les plats avec tant de vivacité que l'air semblait se remplir des arômes de fumée de bois et de viande rôtie. Les frères aussi étaient désormais penchés en avant, complètement captivés. Et pour votre entrée, poursuivit-elle en parcourant la page du regard, vous pouvez ignorer les pâtes les plus courantes. Regardez ici, dit-elle en désignant un plat en particulier. Des pâtes larges et plates accompagnées d'une sauce au sang. Ce n'est pas un plat délicat. C'est le goût de la forêt en automne dans les collines de Chianti. Il évoque la chasse, la longue cuisson à feu doux d'une recette transmise par une grand-mère qui n'a jamais rien écrit. C'est un plat qui demande de la patience et qui est ancré dans la tradition. Elle passait avec aisance d'une région à l'autre. Ses connaissances encyclopédiques et sa passion contagieuse. Elle expliquait les différences subtiles entre une caponata sicilienne et ses cousines du Nord, l'importance historique d'un plat de morue salée de Venise, les origines paysannes d'une copieuse polenta des contreforts alpins. Elle ne se contentait pas de traduire des mots. Elle traduisait la culture, l'histoire et l'âme. Le vin que M. Sterling a sélectionné, le Chihuahua Blanc, est un Bordeaux exceptionnel, disait-elle avec une déférence professionnelle. Mais ce serait un crime de l'associer au steak florentin. Il dominerait la simplicité de la viande. Il vous faut quelque chose avec du corps, mais aussi avec le caractère terreux toscan d'un petit domaine familial. Ce ne serait pas le plus cher de la carte, mais ce serait le bon. Pendant tout son discours, elle n'utilisa pas une seule fois de mots étrangers. Elle n'en avait pas besoin. Elle peignit un tableau avec son anglais parfait, si vivant que les frères Rossi pouvaient entendre la musique de leur propre langue dans ses descriptions. Finalement, elle s'arrêta. La suite Verona était plongée dans un silence total, à l'exception du crépitement du feu. Les deux avocates la regardaient, la bouche légèrement ouverte. Le sourire peint sur le visage de Tiffany Moore avait disparu, remplacé par un regard stupéfait et incrédule. Quant à Alexander Sterling, il était sans voix. Son visage était le masque d'un choc pur. Sa supériorité suffisante avait disparu, laissant place à une perplexité brute et nue. Il avait bâti un empire sur les données, les algorithmes,
la prédiction des résultats. Mais il n'aurait jamais pu prédire cela. Il avait essayé d'écraser une mouche et un dragon lui avait répondu. C'est Lorenzo Rossi qui brisa le charme. Il posa lentement son menu sur la table. Il regarda Harard et ses yeux brillaient d'un profond respect. Incroyable, murmura-t-il plus pour lui-même que pour quiconque. Puis il regarda son frère et un large sourire sincère se dessina sur son visage. Il se tourna vers Harard. Jeune fille, dit-il d'une voix chargée d'émotion, vous nous avez fait visiter notre propre pays mieux que n'importe quel guide à Florence. Je vous en prie, dit-il en désignant la chaise vide à côté de lui. Asseyez-vous, joignez-vous à nous, racontez-nous davantage. Cette demande était un coup de canon tiré à travers l'étiquette rigide d'Aria, une serveuse assise avec les clients. C'était impensable, M. Dubois aurait fait une crise cardiaque. Mais avant de refuser poliment, Alexander Sterling retrouva sa voix. C'était un son étouffé, étranglé. « Comment vous appelez-vous » demanda-t-il, ses yeux gris acier fixés sur elle. Non plus avec mépris, mais avec le sentiment terrifiant d'avoir commis une erreur catastrophique. « Je m'appelle Vance » dit-elle d'une voix claire et fière. Le nom resta suspendu dans l'air, R. Vance. Pour Alexander Sterling et son entourage, cela ne signifiait rien. Ce n'était qu'un nom, mais pour Lorenzo Rossi, c'était une clé qui ouvrait une pièce poussiéreuse de sa mémoire. Son expression changea, passant d'une agréable surprise à un intérêt vif, presque urgent. « Vance » répéta-t-il, le front plissé par la concentration. Il se pencha en avant, étudiant le visage d'alors, cherchant un fantôme dans ses traits. « Ce n'est pas un nom courant. Pardonnez-moi, mais auriez-vous par hasard connu le professeur Alistair Vance? » La mention du nom complet de son père fut comme un coup physique. Le sang-froid dont R avait fait preuve avec brio pendant les 10 dernières minutes finit par vaciller. Une vague de chagrin et d'amour la submergea. Ses yeux se voilèrent. « C'était mon père » murmura-t-elle d'une voix à peine audible. Un lourd silence s'abattit sur la table. Matteo Rossi posa sa main sur le bras de son frère, un regard triste et compréhensif passant entre eux. Le visage de Lorenzo était le portrait même du chagrin. « Ma chère enfant, » dit-il d'une voix douce et pleine de regret, « je suis vraiment désolé. Votre père était un homme formidable, un homme brillant. J'ai eu l'honneur de le rencontrer à 2 reprises lors de conférences universitaires à Rome. Il avait une passion sans égale pour notre culture. Ce qui lui est arrivé, ce scandale, était une parodie de justice, une grande injustice. Chaque mot était une justification, un baume sur une blessure qu'elle pensait ne jamais pouvoir guérir. Entendre un inconnu respecté parler de son père avec tant de révérence et défendre son honneur, c'était plus qu'elle n'aurait jamais pu espérer. Les larmes qu'elle avait refusé de verser pendant des années menaçaient maintenant de couler. Sterling observait cet échange, l'esprit en ébullition. Le dîner qui devait sceller son acquisition de plusieurs milliards de dollars était en train de dérailler. La serveuse qu'il avait si brutalement insultée n'était pas n'importe quelle fille. C'était la fille d'un homme que ses partenaires potentiels admiraient profondément. Il n'avait pas seulement été impoli, il avait été sacrilège. Il avait piétiné un sol sacré sans même le savoir. « Asseyez-vous » insista Lorenzo, d'un ton qui ne souffrait aucune discussion. Il regarda Sterling d'un air significatif. « Elle dînera avec nous. » C'était un ordre, pas une demande. Pour la première fois depuis peut-être une décennie, Sterling ne contrôlait plus la situation. Il était l'invité à sa propre table. Refuser reviendrait à torpiller l'accord instantanément. Il serra les dents et acquiesça d'un signe de tête sec et saccadé. Hara hésita, jetant un coup d'œil vers la porte, s'attendant à ce que M. Dubois fasse éruption et la licencie sur le champ. Mais l'occasion de parler de son père pour honorer sa mémoire dans cette pièce était trop forte pour y résister. Lentement, elle défit les cordons de son tablier, plia le tissu lourd et le posa sur son plateau de service vide. C'était un acte symbolique de libération. Puis elle marcha avec une dignité tranquille et prit la place vide entre Lorenzo et Matteo. L'un des avocats de Sterling, voyant rapidement et maladroitement le changement de pouvoir, se leva pour lui tirer sa chaise. Ce geste était tellement déplacé, tellement contraire aux événements de l'heure précédente, qu'il frôlait l'absurde. Pendant l'heure qui suivit, la conversation n'eut rien à voir avec les vignobles ou les droits de distribution. Elle porta entièrement sur le professeur Lister Vance. Encouragé par les questions douces de Lorenzo, Hara parla de son père.
Elle leur a parlé de son amour pour les poètes obscurs de la Renaissance, de son incroyable capacité à repérer un faux à une dizaine de mètres, et de l'été qu'ils avaient passé à traduire méticuleusement des textes latins anciens juste pour le plaisir. Elle a évoqué sa dernière année, marquée par son chagrin et son insistance inébranlable sur sa propre innocence. Pendant qu'elle parlait, les frères Rossi l'écoutaient avec une attention soutenue, hochant la tête, soupirant et partageant leurs propres souvenirs des brillantes conférences du professeur. Sterling et son côté de la table restèrent silencieux. Tiffany avait l'air ennuyée et confuse, faisant défiler discrètement son téléphone sous la table. Les avocats fixaient leurs assiettes, mais Sterling écoutait, chaque mot. C'était un homme qui traitait l'information, qui recherchait des schémas et des leviers, et au milieu de ce récit émotionnel, il commençait à voir les pièces d'un puzzle dont il ignorait l'existence. L'homme qui l'avait accusé, dit Matteoko, la voix grondante de colère. Le collectionneur qui a produit la sculpture contrefaite et prétendu que votre père l'avait authentifiée en échange d'un pot de vin. Comment s'appelait-il? Marcus Thorne. Et Laura prononça ce nom comme s'il avait le goût du poison sur sa langue. C'était un collectionneur rival qui avait toujours été jaloux de la réputation de mon père. Il a monté son dossier à partir d'une série d'emails fabriqués de toutes pièces et d'une signature falsifiée. Nous n'avions pas les moyens d'engager les experts nécessaires pour le combattre. À la fin, la réputation de mon père était ruinée. Au nom de Marcus Thorne, Alexander Sterling redressa brusquement la tête. Ses yeux froids et calculateurs se plissèrent. Les pièces du puzzle n'étaient plus seulement sur la table. Elles s'assemblaient à une vitesse effrayante. Marcus Thorne n'était pas seulement un nom pour lui. C'était un concurrent féroce sur le marché de l'art et des antiquités, un monde dans lequel Sterling venait de faire son entrée grâce à sa société de capital risque. Thorne l'avait surenchéri sur 2 acquisitions majeures au cours de l'année dernière, en utilisant ce que Sterling soupçonnait être des tactiques sournoises. Thorne était un serpent, et Sterling cherchait une raison de l'écraser. Soudain, ce dîner ne concernait plus seulement l'acquisition d'un vignoble. Il s'agissait de quelque chose de plus, d'une opportunité. Une arme venait de lui tomber entre les mains. Lorenzo Rossi, qui semblait ignorer les calculs silencieux qui se déroulaient de l'autre côté de la table, tendit la main et tapota celle de Sterling. « L'honneur de votre père doit être restauré », dit-il avec une ferme conviction. Il tourna alors son regard, aussi perçant que celui d'un faucon, directement vers Alexander Sterling. « Monsieur Sterling », dit Lorenzo d'une voix qui avait perdu toute sa chaleur initiale et était désormais froide et directe. « Nous sommes venus ici ce soir pour discuter d'un partenariat. Nous, les frères Rossi, pensons que les affaires ne se résument pas au profit. Elles sont aussi une question de caractère, d'honneur. Nous hésiterions à nous associer à un homme qui laisserait une telle injustice se produire à sa propre table. » Le message était clair comme de l'eau de roche. C'était une condition, un ultimatum. L'accord concernant le vignoble Rossi Antonio était désormais inextricablement lié à l'honneur d'un professeur décédé et au sort d'une serveuse qu'il avait tenté de détruire. Alexander Sterling était piégé. Et pour la première fois, il réalisa que l'atout le plus précieux dans la pièce n'était pas son compte en banque, mais la femme calme et en deuil assise en face de lui. Le changement dans la pièce fut radical. Alexander Sterling n'était plus un roi tenant sa cour. Il était un accusé dans le box des prévenus et les frères Rossi étaient ses juges. Son projet de plusieurs milliards de dollars pour acquérir leur vignoble historique, pierre angulaire de son plan, visant à diversifier son empire dans les marques de luxe traditionnelles, ne tenait plus qu'à un fil. Et ce fil était entre les mains d'Elara Vance. Il analysa la situation avec la logique froide et détachée qu'il appliquait habituellement aux prises de contrôle hostiles. Problème. Les frères Rossi accordent plus d'importance à l'honneur qu'à toute autre chose. Ils considèrent le sort d'Ara Vance comme un test direct de son caractère. Obstacle. Marcus Thorne, un homme qui a non seulement ruiné le père d'Elara, mais qui est également le rival commercial de Sterling. L'opportunité de détruire Thorne servirait 2 objectifs. Cela satisferait la condition des frères Rossi, garantissant ainsi l'accord, et éliminerait un concurrent qu'il méprisait déjà. Solution, il devait aider Ara. Ce n'était pas une question de moralité ou de compassion pour Sterling. C'était un impératif stratégique, un coup sur un échiquier si complexe que lui seul pouvait en voir tous les angles. Il se pencha en avant, son apparence soignée d'hôte charmant, laissant place à l'intensité brute et concentrée du prédateur qu'il était réellement.
Monsieur Rossi, dit-il d'une voix grave et autoritaire. Ce qui est arrivé au professeur Vance était plus qu'une injustice. C'était un acte criminel, et Marcus Thorne est plus qu'un homme déshonoré. C'est un cancer dans le monde de l'art et des affaires. Il la regarda droit dans les yeux, ses yeux gris acier se fixant sur les siens. Le mépris avait disparu, remplacé par quelque chose de bien plus troublant. Le calcul. Mademoiselle Vance, vous avez dit que vous n'aviez pas les moyens de vous offrir les services des meilleurs experts. Ce n'est plus le cas. J'ai à ma disposition l'équipe d'enquêteurs médico-légaux et de juristes la plus impitoyable, la plus efficace et la plus coûteuse de la planète. Ils peuvent découvrir un email falsifié datant d'il y a 10 ans aussi facilement que je peux vérifier mon portefeuille d'actions. Il la laissa digérer cette information. Il lui offrait toute la puissance terrifiante de sa richesse et de son influence. Il lui offrait une armée privée pour mener la guerre que sa famille avait perdue. Je mettrai toute mon équipe à votre disposition, déclara-t-il. Nous ne nous contenterons pas de blanchir le nom de votre père. Nous démantèlerons la réputation, les affaires et la vie de Marcus Thorne, pièce par pièce. Nous trouverons les preuves, nous le dénoncerons et nous le verrons ruiné. L'offre était stupéfiante par son ampleur et sa cruauté. Hara ressentit un mélange vertigineux d'espoir et de dégoût. Cet homme qui l'avait humilié 30 minutes plus tôt lui offrait maintenant la seule chose qu'elle désirait le plus au monde, la justice pour son père. Mais c'était une justice rendue avec la froide fureur d'un prédateur financier et non avec la passion d'un justicier. C'était un pacte avec le diable. Lorenzo et Matteo l'observaient, le visage impassible. Ils lui avaient lancé un défi et Sterling répondait avec une force brutale et écrasante. « Pourquoi ferais-tu cela ?» demanda Hara d'une voix calme mais ferme. Elle n'était pas idiote. Elle savait que cela ne la concernait pas. Sterling lui lança un regard qui tenait presque du respect. Il appréciait qu'elle ne se soit pas effondrée en larmes de gratitude. Elle remettait en question ses motivations, tout comme lui l'aurait fait. « Soyons transparents, dit-il, un coin de sa bouche se relevant en un sourire ironique et sans humour. Marcus Thorne est un obstacle à mes intérêts commerciaux, un obstacle particulièrement irritant. Le ruiner est quelque chose que je considère comme une dépense utile, quelles que soient les circonstances. Le fait que cela corresponde à rendre justice à votre père et satisfasse en retour l'évaluation de caractère de mes partenaires commerciaux potentiels en fait un investissement exceptionnellement efficace. C'était là, froid, honnête et totalement dépourvu de sentiments. Il n'était pas son sauveur. Elle était son outil, sa clé pour conclure un accord commercial et se venger. Hara regarda le regard prédateur de Sterling, puis les visages solennels des frères Rossi. Ils lui avaient donné cette opportunité. Ils avaient utilisé leur propre pouvoir pour lui donner une voix, et maintenant cette arme terrible et magnifique était déposée à ses pieds. Pouvait-elle la manier, même si elle lui était offerte par un monstre, pour la mémoire de son père, pour sa mère, qui méritait de vivre ces dernières années avec le nom de leur famille lavé de toute souillure? Elle pensa à son père, un homme de lettres et d'une intégrité tranquille. Il aurait abhorré les méthodes d'Alexander Sterling, mais il se serait également battu jusqu'à son dernier souffle pour la vérité. C'était désormais son combat, et elle ne pouvait pas le gagner avec des théories académiques et une dignité tranquille. Elle avait besoin d'un bélier, et Sterling lui en offrait un. « Que voulez-vous de moi ?» demanda-t-elle, sa voix retrouvant sa force. Un sourire carnassier se dessina sur le visage de Sterling. L'accord était de nouveau sur les rails. « Tout, dit-il. Chaque lettre, chaque ancien dossier, chaque souvenir que vous avez de l'affaire. Mes collaborateurs vous contacteront demain matin. » Il claqua des doigts et l'un de ses avocats, surpris, sortit immédiatement un téléphone. « Appelez Mark Calloway. Dites-lui de libérer son agenda. » Tout son agenda. Calloway était son enquêteur principal, un homme connu pour dénicher des squelettes dans les placards les mieux gardés. Le reste du dîner fut surréaliste. Les plats magnifiques qu'Alara avait si bien décrits furent servis les uns après les autres, mais l'ambiance n'était plus celle d'un repas, mais d'un conseil de guerre. R. Sterling et les frères Rossi discutèrent de la stratégie, des anciennes preuves, des acteurs impliqués dans le scandale initial. Tiffany resta assise dans un silence perplexe, complètement dépassée, tel un accessoire décoratif dans une pièce désormais remplie d'objectifs. Au moment où l'espresso fut servi, un plan était déjà en marche.
Sterling, avec son efficacité redoutable, avait déjà esquissé les 3 premières étapes de l'enquête. Les frères Joassi avaient clairement indiqué que leur décision finale concernant le partenariat viticole serait prise après la conclusion réussie de cette affaire d'honneur. À la fin du dîner, Sterling se leva. Il regarda celle qui était restée assise, qui n'était plus sa serveuse, mais une étrange partenaire temporaire. « Ma voiture vous ramènera chez vous, mademoiselle Vance, déclara-t-il. Ce n'était pas une proposition. Merci, mais je peux prendre le métro, répondit-elle dans un petit geste de défi pour lui rappeler, ainsi qu'à elle-même, qu'elle ne faisait pas encore partie de ses possessions. Lorenzo Rossi sourit chaleureusement. Mais non, mon enfant, laissez-nous faire. Louis et Matteo insistèrent pour l'accompagner en signe de protection et de respect. Assara sortit de la suite Verona, flanqué des 2 distingués gentlemen italiens, puis s'arrêta et se retourna. Alexander Sterling l'observait, son téléphone à l'oreille, les yeux brillants de l'excitation de la chasse. Il était venu à Aria ce soir-là pour conquérir une entreprise. Il était reparti avec un prix bien plus compliqué, une cause à détruire et une alliance improbable avec la femme qu'il avait tenté de briser. Le jeu avait changé et les enjeux étaient désormais plus importants qu'il n'aurait jamais pu l'imaginer. Les jours qui suivirent furent un véritable tourbillon. La vie d'Ara était coupée en deux. La nuit, elle portait toujours le lourd tablier d'Aria, servant des clients privilégiés et supportant le regard nerveux de M. Dubois. Il savait que quelque chose s'était passé dans la suite Verona, quelque chose qui avait modifié l'équilibre des pouvoirs, et cela le poussait à la traiter avec un respect étrange et craintif. Mais le jour, son petit appartement de reine devenait le quartier général de la guerre pour la reconquête du nom de la famille Vance. Alexander Sterling tint parole. Son équipe débarqua avec la force d'une opération militaire. Mark Calloway, OIA, l'enquêteur en chef, était un ancien procureur fédéral dont le regard ne manquait rien. Lui et son équipe de comptables judiciaires, d'experts en informatique et de détectives privés ne la traitaient pas comme une serveuse, mais comme leur principale source d'information. Ils l'écoutèrent pendant des heures, numérisèrent des vieux journaux de son père et réexaminèrent chaque élément de preuve de l'affaire initiale. Sterling lui-même était une présence constante et désincarnée. Il ne s'est jamais rendu à l'appartement. Au lieu de cela, il communiquait par le biais de messages cryptés et de mises à jour laconiques, donnant des ordres et faisant avancer l'enquête avec un élan implacable. Pour lui, il s'agissait d'une campagne et il en était le général. La percée a eu lieu 2 semaines plus tard. L'équipe médico-légale de Sterling, utilisant une technologie qui n'existait pas lorsque son père a été accusé, a trouvé des incohérences microscopiques dans l'architecture numérique des emails accablants, des fragments de code qui prouvaient qu'ils avaient été créés et antidatés sur un autre serveur avant d'être transférés pour donner l'impression qu'ils provenaient du compte du professeur Vance. C'était de la preuve numérique irréfutable. Simultanément, les enquêteurs de Calloway, utilisant l'énorme influence financière de Sterling pour persuader les gens de parler, ont retrouvé le marchand d'art qui avait initialement négocié la vente de la sculpture contrefaite. Face à la menace de ruine financière et de poursuites judiciaires orchestrées par les avocats de Sterling, le marchand a avoué. Il a admis que Marcus Thorne l'avait grassement payé pour mentir et corroborer l'histoire fabriquée de toutes pièces. Il avait les relevés bancaires offshore pour le prouver. Le dossier qu'ils ont constitué était solide, brutal et indéniable. Sterling n'a divulgué l'histoire à aucun journal. Au lieu de cela, il a organisé une réunion privée. Il l'a convoqué dans un lieu neutre, une salle de conférence privée d'un prestigieux cabinet d'avocats. Étaient présents Marcus Thorne, ses avocats, Alara, les frères Rossi et un membre du conseil d'administration du musée qui détenait désormais la sculpture contrefaite. Thorne est arrivé avec un air confiant et arrogant, prêt à rejeter la réunion comme une nuisance. Mais il a pâli lorsque Mark Calloway, avec la précision impartiale d'un chirurgien, a présenté les preuves, les données médico-légales, la déclaration sous serment du marchand et les relevés bancaires. Ce fut une avalanche qui a complètement enseveli Thorne. À la fin de la présentation, Thorne était livide. Sterling se pencha en arrière, l'air calme et satisfait. Il ne dit pas un mot. Il laissa le silence et le poids des preuves écraser son rival. La résolution fut rapide et impitoyable. Pour éviter des poursuites judiciaires qui l'auraient complètement détruit, Thorne accepta les conditions de Sterling.
Il ferait une confession publique complète et présenterait des excuses pour blanchir complètement le nom d'Alistair Vance. Il ferait don d'une somme colossale de plusieurs millions de dollars à une nouvelle fondation universitaire créée au nom du professeur Vance, et il vendrait toute sa collection d'antiquités, celle pour laquelle Sterling était en concurrence, à la société holding de Sterling pour une fraction de sa valeur marchande. C'était une capitulation totale. Une semaine plus tard, l'histoire fut révélée, non pas comme un scandale, mais comme une réhabilitation. Les gros titres annonçaient le célèbre historien de l'art Alistair Vance innocenté à titre posthume et le collectionneur Marcus Thorne reconnaît avoir commis une fraude. Pour Ara, c'était comme respirer à nouveau après avoir été maintenue sous l'eau pendant des années. Elle s'assit avec sa mère, Catherine, et lui lut les articles à haute voix. Pour la première fois depuis des années, une lueur de clarté et de paix revint dans les yeux de sa mère. Le poids de la honte qu'elle ne savait même pas porter avait disparu. Le nom de Vance était à nouveau une source de fierté. Le lendemain de la publication de la nouvelle, une longue voiture noire s'est arrêtée devant son immeuble. Un chauffeur en costume noir lui a ouvert la porte. Lara savait de qui cela venait. Elle a rencontré Alexander Sterling sur la terrasse de son penthouse, avec la ville s'étendant sous leurs pieds comme une carte de son royaume. Les frères Rossi ont signé les derniers documents ce matin, dit-il en lui tendant une coupe de champagne. Le vignoble est à moi. Félicitations, dit Elora d'une voix neutre. Ils ont également fait un don de 5 millions de dollars à la fondation Alistair Vance, ajouta-t-il. Il semble que le nom de votre père ait beaucoup de poids. Il la regarda, l'air inhabituellement sérieux. La fondation a besoin d'un directeur, quelqu'un qui comprenne le sujet, l'héritage, quelqu'un qui parle la langue au sens propre comme au figuré. Le conseil d'administration, dont font désormais partie Lorenzo Rossi et moi-même, a voté à l'unanimité. Le poste est à toi si tu le souhaites. Il lui offrait une nouvelle vie, un retour au monde qu'elle avait perdu, mais cette fois-ci selon ses propres conditions. Elle serait la gardienne de l'héritage de son père, une position de pouvoir et de respect. Elle ne travaillerait pas pour Sterling, mais avec lui au conseil d'administration d'une fondation indépendante. Pourquoi? Elle posa la même question qu'elle avait posée lors du dîner. Vous avez obtenu ce que vous vouliez. Sterling fit tourner le champagne dans son verre, le regard tourné vers l'horizon. Je m'occupe d'actifs, dit-il d'une voix calme. J'achète la technologie et l'immobilier des entreprises. Ce soir-là, chez Aria, j'ai été témoin d'un actif que je ne pouvais pas quantifier. Vos connaissances, votre passion. Il ne s'agissait pas seulement du menu, il s'agissait d'une profondeur de compréhension que je n'avais jamais rencontrée. Cela a de la valeur. Mes activités s'étendent en Europe sur des marchés de luxe fondés sur des siècles de culture. Je ne comprends pas. Je suis un requin, mademoiselle Vance. Mais même un requin peut reconnaître la valeur d'un maître navigateur. C'était ce qui se rapprochait le plus d'une excuse ou d'une marque de respect de sa part. Ara réfléchit d'un instant. Elle pensa aux tablières à mi-donner, au ricanement condescendant, au poids écrasant de son ancienne vie. Et elle pensa à son père, à son honneur. C'était le plus bel hommage qu'elle pouvait lui rendre. Elle pouvait poursuivre son œuvre. Elle croisa le regard de Sterling, les yeux clairs et déterminés. J'accepte, Monsieur Sterling, mais ma première action en tant que directrice sera de présenter une motion visant à acquérir un manuscrit particulier de la Renaissance lors d'une vente aux enchères le mois prochain. Il sera très coûteux. Un lent sourire se dessina sur le visage d'Alexander Sterling. C'était le premier sourire sincère qu'elle lui voyait. J'attends avec impatience le débat, directrice Vance. Il était venu pour un vignoble, mais il avait acquis quelque chose de bien plus rare. Et Elara, la pauvre serveuse qui ne savait même pas lire le menu, avait non seulement retrouvé le nom de sa famille, mais avait également trouvé le sien. L'histoire d'Elara nous rappelle que notre véritable valeur n'est pas déterminée par notre titre professionnel, notre uniforme ou le solde de notre compte bancaire. Elle réside dans nos connaissances, notre intégrité et la flamme qui brûle en nous, héritée des personnes que nous avons aimées et des vies que nous avons vécues. Elle est entrée dans cette pièce en tant que serveuse, mais en est sortie en tant que leader, prouvant que la dignité et l'intelligence sont des atouts que même les milliardaires sont obligés de respecter. Elle n'a pas seulement gagné une dispute, elle a retrouvé un héritage. Que pensez-vous de l'incroyable parcours d'Ara qui est passé de l'humiliation à la réhabilitation?
Avez-vous déjà vécu un moment où vous avez été complètement sous-estimé pour finalement prouver à tout le monde qu'ils avaient tort? Partagez vos propres histoires dans les commentaires ci-dessous. Nous les lisons toutes et elles nous inspirent à trouver d'autres récits comme celui-ci. Si cette histoire vous a ému, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Vous ne voudrez pas manquer la prochaine histoire que nous vous réservons.